Et si on t'a toujours dit que tu étais le problème? Mais n'as-tu été que le premier à voir la vérité? Avez-vous déjà eu l'impression de vous être senti jugé simplement parce que vous vouliez prendre un peu de distance avec votre famille? Comme si, automatiquement, cela pouvait te transformer en quelqu'un de froid, ingrat, voire égoïste? La vérité, c'est qu'il existe une pression silencieuse, presque un manuel invisible, qui dit que les liens familiaux doivent être maintenus à tout prix. Mais, et quand cela vous coûte-t-il? Ce que presque personne ne vous dit, c'est que derrière de nombreux sevrages, il n'y a pas de colère, il y a la conscience, éveil. Il y a quelqu'un qui a commencé à remarquer des schémas familiaux répétitifs, des dynamiques d'une famille potentiellement toxique, et qui a décidé de ne pas continuer sur le mode automatique. Et c'est précisément à ce moment que des concepts tels que l'individuation, explorés par Carl Jung, commencent à avoir un sens parfait. Tout au long de ce contenu, vous comprendrez pourquoi chaque séparation n'est pas un acte de rejet, c'est souvent un mouvement de survie personnelle. Explorons le rôle du mouton noir, le poids de l'inconscient familier, le piège de la culpabilité, et comment tout cela pourrait en réalité indiquer un chemin de guérison émotionnelle. Et peut-être, juste peut-être, on commence à regarder son propre histoire avec des yeux différents. Il est curieux et même un peu ironique de voir comment la société réagit lorsqu'une personne décide de s'éloigner de sa famille. Les étiquettes apparaissent rapidement, froid, ingrat, égoïste. Il semble qu'il existe un script invisible qui dit que, quoi qu'il arrive, les liens familiaux doivent être maintenus à tout prix. Et si tu oses sortir de ce schéma? C'est tout, ça devient une cible. Cela en dit long beaucoup plus sur les schémas familiaux collectifs que sur qui a décidé de partir. En pratique, beaucoup de gens grandissent en entendant des phrases comme « la famille est tout » ou « la mère est sacrée », sans jamais se demander ce qui se passe réellement dans ces relations. Le problème ne réside pas dans la valeur de la famille elle-même, mais dans la romantisation aveugle qui ignore les contextes de familles toxiques, d'abus émotionnels ou de manipulation. Et voici un point important. Lorsque vous commencez à développer un niveau supérieur de conscience, éveil, vous commencez à réaliser que tout ce qu'on appelle amour n'est pas. En effet. Et voici quelque chose de direct, presque un conseil de quelqu'un qui l'a vu plusieurs fois. Si vous ressentez un poids constant, une culpabilité insensée ou une fatigue quand vous traitez avec certaines personnes de votre famille, il est peut-être temps d'observer sans filtre. Écrire des situations, réfléchir à des schémas répétitifs, cela vous aide à voir ce qui semblait autrefois normal. Et ce n'est que le début, car lorsque le jugement extérieur apparaît, c'est généralement le signe qu'un point plus profond est remis en question. Quand on regarde à travers un prisme plus profond, comme celui de Carl Jung, tout commence à prendre du sens. En même temps, cela peut même provoquer un certain choc. Jung ne voyait pas ceux qui quittent leur famille comme brisés ou troublés. Au contraire, il voyait ces personnes comme des individus en processus d'individuation, c'est-à-dire des personnes qui commencent à devenir qui elles sont vraiment, en dehors des liens invisibles du système familial. En pratique, cela change complètement la donne. Au lieu de se demander « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», la question devient « qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce système ?» Souvent, ceux qui éveillent cette conscience, commencent à remarquer des schémas de manipulation, de silence émotionnel, voire de rôles imposés comme toujours être agréable ou ne jamais remettre en question. Et puis un inconfort inévitable surgit, parce que voir est la première étape pour ne plus pouvoir faire semblant de ne pas voir. Si vous souhaitez commencer à appliquer cela au quotidien, un conseil simple est d'observer les rôles que vous occupez au sein de la famille. C'est toi qui résous tout? Qu'est-ce qui cède toujours? Ou peut-être ce qui est perçu comme un problème? Écrire ces dynamiques révèle déjà beaucoup de choses sur l'inconscient familial. Et Jung a été clair, cet inconfort n'est pas une erreur, c'est le signe que quelque chose en toi essaie de sortir de l'automatique. Et cela nous amène directement au point suivant. Il y a quelque chose que beaucoup ressentent, mais ne savent pas comment nommer, une sorte de « climat invisible » au sein de la famille. C'est là que le soi-disant inconscient familial entre en jeu, un concept que Carl Jung a contribué à éclairer. Nous ne parlons pas seulement de souvenirs ou d'histoires racontées, mais de schémas émotionnels, de traumatismes et de croyances qui se transmettent de génération en génération sans que personne ne s'en rende compte, comme s'il s'agissait de règles silencieuses que tout le monde respecte. En pratique, cela apparaît de manière très concrète. Par exemple, des familles où personne ne parle de sentiments, où les conflits sont ignorés ou où il y a toujours quelqu'un portant le poids émotionnel de chacun. Ces schémas familiers se répètent comme un script automatique. Et le plus curieux?
La personne qui commence à développer la conscience, éveil, est généralement la première à réaliser qu'elle a quelque chose de déplacé, même si personne d'autre ne le reconnaît. Une façon simple de commencer à voir cela est d'observer les répétitions. Des histoires qui se répètent entre parents, grands-parents et même vous. Des relations similaires, des peurs similaires, même les mêmes phrases. Si vous voulez aller plus loin, écrire sur votre histoire ou même lire des œuvres comme Le Soi et l'inconscient, de Jung lui-même, vous pouvez ouvrir de nombreuses portes. Parce que quand tu commences à voir clairement l'inconscient familier, il est impossible de ne pas remettre en question ce qui semblait autrefois normal, et c'est là que le point suivant commence à prendre encore plus de sens. Tu connais ce genre de situation que, si elle venait de quelqu'un d'autre, tu reconnaîtrais immédiatement comme mauvaise? Mais au sein de la famille, est-ce que cela finit par être considéré comme normal? Eh bien, ça arrive tout le temps. Dans de nombreux foyers, des comportements tels que le contrôle excessif, la critique constante, voire la négligence émotionnelle sont déguisés en soins, en zèle ou en voie d'aimer. Ainsi, sans s'en rendre compte, le dysfonctionnel devient une routine au sein d'une famille toxique. Le problème, c'est que ces schémas familiaux s'apprennent très tôt. L'enfant grandit en croyant que c'est la norme d'une relation saine, car c'est la seule qu'il connaisse. Des phrases comme « je fais ça pour ton bien » ou « tu me dois du respect » façonnent la perception. Mais avec le temps et un peu plus de conscience, éveil, ce sentiment inconfortable commence à surgir, que quelque chose ne colle pas comme une mauvaise pièce dans un puzzle. Si vous voulez commencer à briser ce cycle, une étape pratique est de comparer. Observez comment vous vous sentez dans des relations en dehors de la famille, amitié, travail, même avec des inconnus. Y a-t-il plus de légèreté? Plus de respect? Ça en dit long. Une autre chose utile est de nommer les comportements. Le contrôle, c'est le contrôle, même s'il vient déguisé en amour. Et ce petit acte de clarté commence déjà à affaiblir l'automatique. Préparez le terrain pour quelque chose qui, au sein de la famille, n'est presque jamais apprécié, dire la vérité. Chaque famille a ses règles, mais certains ne sont pas prononcés à voix haute. Il y a une sorte d'accord invisible que personne n'admet, mais tout le monde suit, ne parle pas de ceci, ne remet pas en question cela, fait comme si tout allait bien. Et quand quelqu'un rompt ce pacte implicite, mettant en lumière ce qui a toujours été caché, le problème devient rapidement un problème. C'est comme si tout le système réagissait pour se protéger et non pour se guérir. En pratique, ceux qui développent plus de conscience, éveil, commencent à remarquer ces incohérences. Il perçoit ce qui se cache derrière les mots, ressent ce qui n'est pas dit, relie les points des schémas familiaux. Mais lorsqu'il essaie de l'exprimer, il rencontre résistance, déni et même hostilité. Il n'est pas rare d'entendre des choses comme « tu exagères » ou « oh, ça a toujours été comme ça ». Et, sans s'en rendre compte, cette personne commence à porter le poids d'être perçue comme la « compliquée ». Un exercice puissant ici est d'observer ce qui se passe lorsque vous dites la vérité, même de manière calme et respectueuse. Les réactions en disent bien plus que les mots. S'il y a une invalidation constante ou une tentative de mise en sourdine, cela révèle déjà beaucoup de choses sur l'environnement. Et comprendre cette dynamique est essentiel, car il y a généralement quelqu'un qui finit par assumer ce rôle de révéler ce que personne ne veut voir. Et c'est précisément là que la fameuse « brebis noire » entre en jeu. Dans presque toutes les familles, il y a cette personne qui ne rentre pas dans le moule, qui se pose des questions, qui ressent trop ou qui refuse simplement de suivre le scénario. C'est la célèbre brebis noire, mais en pratique, c'est souvent la première à comprendre ce qui ne va pas. Dans un système marqué par des schémas familiaux rigides, c'est elle qui commence à développer une conscience plus aiguisée, éveil, même si cela s'accompagne d'un inconfort. Ce qui est curieux, c'est que cette personne ne choisit souvent pas ce rôle consciemment. Elle ne réagit qu'à ce qu'elle ressent, injustice, incohérence, silence étrange. Cependant, ce faisant, cela finit par déstabiliser l'équilibre de la famille toxique, qui dépend précisément du maintien de ces normes. Et puis l'appellation apparaît, difficile, rebelle, trop sensible. Alors qu'en réalité, il ne voit que ce que les autres évitent. Si vous vous identifiez à cela, un conseil pratique est d'arrêter de lutter contre ce rôle et de commencer à le comprendre. Au lieu de vous demander « pourquoi suis-je comme ça ?», essayez de réfléchir « qu'est-ce que je remarque exactement que les autres ne veulent pas voir ?» Écrire à ce sujet ou même chercher du contenu sur l'individuation peut beaucoup aider. Parce qu'au final, la brebis noire n'est pas l'erreur du système.
C'est le signe qu'il faut changer et cela nous amène à un rôle encore plus spécifique dans cette dynamique. Dans de nombreuses dynamiques familiales, il existe un phénomène presque automatique. Quand quelque chose ne se passe pas bien, le système a besoin d'une personne responsable. Et c'est là que le soi-disant patient identifié entre en jeu, cette personne qui commence à porter l'étiquette de problématique, difficile ou même la cause de tout. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le problème en lui-même. C'est le reflet le plus visible d'un système malade. La chose la plus intéressante, et, en même temps, lourde, est que ce rôle incombe généralement précisément à ceux qui ont plus de conscience, éveil, ou de sensibilité à percevoir les conflits. Au lieu que la famille regarde ses propres standards familiaux, il projette tout sur cette personne. Ainsi, il évite d'affronter des vérités inconfortables. C'est comme balayer la terre sous le tapis mais avec un nom, un visage. Et souvent beaucoup de culpabilité. Si vous avez déjà eu l'impression que tout vous retombait dessus, cela vaut la peine d'un exercice important. Commencez à séparer ce qui vous appartient vraiment de ce qui a été conçu. Demandez-vous honnêtement, est-ce que c'est à moi ou est-ce que je le porte dans le système? La thérapie, l'écriture thérapeutique ou même l'étude approfondie du concept de l'inconscient familial peuvent beaucoup aider dans ce processus. Parce que, quand on commence à se détacher de ce rôle, il se passe quelque chose d'intéressant. On réalise que cette distance n'est pas venue de nulle part, elle s'est construite avec le temps. Beaucoup d'étrangers regardent ce départ et pensent que c'était quelque chose de soudain, presque impulsif. Mais ceux qui le vivent savent que cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une accumulation silencieuse, composée de petites invalidations, de conversations ignorées, de sentiments ignorés. Chaque épisode semble petit isolément, mais ensemble ils forment un poids énorme, typique d'une dynamique familiale toxique soutenue par d'anciens schémas familiaux. Avec le temps, cette accumulation commence à affecter des choses subtiles. Votre énergie, votre estime de vous, votre manière de vous exprimer. Tu commences à mesurer les mots, à éviter les conflits, à avaler tes émotions. Tout cela pour maintenir une paix qui, au fond, n'est jamais réelle. Et voici un point important. Plus votre conscience, éveil, grandit, plus il est difficile d'ignorer cette lassitude. Ce qui était autrefois tolérable est désormais intenable. Une pratique utile ici est de regarder honnêtement en arrière, presque comme un observateur de sa propre histoire. Essayez de lister les moments où vous vous êtes senti invalidé ou manqué de respect, sans minimiser, sans justifier. Cet exercice aide à sortir de la nébuleuse ce qui semblait confus. Parce que, quand on voit clairement le schéma, on réalise que la distance n'était pas une exagération. C'était une réponse construite au fil du temps et cela prépare le terrain pour un moment décisif. Il arrive un moment où quelque chose tourne la clé en vous. Ce n'est ni une épidémie, ni une décision impulsive, c'est un moment de lucidité. Après tant d'accumulation, la conscience, l'éveil, devient impossible à ignorer. On commence à réaliser que continuer dans cet environnement signifie, petit à petit, abandonner soi-même. Et puis une vérité inconfortable surgit, rester peut-être plus douloureux que la séparation elle-même. Ce moment est généralement accompagné d'un mélange intense d'émotions. Soulagement de voir enfin, et, en même temps, la culpabilité d'avoir envisagé de partir. Après tout, les schémas familiaux résonnent encore dans votre esprit, et si j'exagère, et si c'était de ma faute? Mais quand on regarde honnêtement, on réalise qu'il ne s'agit pas de rejeter les gens, c'est de choisir sa propre préservation. Si vous en êtes à ce stade, une étape importante est de renforcer votre clarté avant d'agir. Écrire ce que vous ressentez, parler à quelqu'un en qui vous avez confiance, ou même chercher un soutien professionnel aide à organiser ce tumulte intérieur. Il ne s'agit pas de prendre des décisions sur le coup de l'émotion, mais de prendre conscience. Parce que quand la clarté arrive vraiment, elle ne hurle pas, elle murmure fermement, et pointe directement vers un processus encore plus profond à venir. C'est là que tout commence à prendre un nouveau sens. Le processus d'individuation, un concept central développé par Carl Jung, ne consiste pas à se retirer de la rébellion, il s'agit de devenir ce que l'on est vraiment. C'est un mouvement interne de séparation psychologique, où l'on cesse de vivre uniquement selon les standards familiaux et on commence à construire sa propre identité, avec plus de conscience, éveil. En pratique, cela peut être inconfortable et beaucoup. Parce que s'individualiser soi-même n'est pas seulement être libre, c'est aussi renoncer à l'approbation, affronter la culpabilité et gérer le vide qui surgit quand on cesse d'occuper d'anciens rôles. Tu sais quand tu as toujours été celui qui résout tout ou celui qui ne confronte jamais.
Alors, quand on en sort, on a l'impression d'être perdu. Mais en réalité, tu cesses juste d'être celui qu'on attendait de toi. Si vous souhaitez commencer ce processus de manière plus concrète, essayez quelque chose de simple. Questionnez les petites décisions du quotidien. Le fais-tu parce que tu en as envie ou parce que ça a toujours été comme ça? De plus, chercher du contenu sur l'individuation ou même écrire sur ceux que l'on considère en dehors de l'influence familiale aide beaucoup. Parce qu'au fond, ce chemin ne consiste pas à se retirer des autres. Il s'agit de se rapprocher de soi-même et cela perturbe inévitablement tout ce qui vous entoure. S'il y a quelque chose qui apparaît presque comme un effet secondaire, dans tout ce processus, c'est la culpabilité. Et ce n'est pas rien, non. Elle vient déguisée en phrases déjà faites que vous avez probablement entendues, la famille, c'est tout, tu n'as qu'une seule mère, un jour tu le regretteras. Ces idées, répétées depuis des générations, font partie des schémas familiaux et sociaux qui essaient de tout maintenir tel quel même lorsqu'il y a une famille toxique derrière l'apparence de normalité. Le plus difficile, c'est que cette pression ne vient pas seulement de l'extérieur, elle s'installe en nous. Même avec la conscience, éveil, vous pouvez vous surprendre à remettre en question vos propres décisions, comme si vous faisiez quelque chose de mal en choisissant votre propre préservation. C'est presque comme un conflit intérieur. D'un côté, ce que vous ressentez, de l'autre, ce qu'il avait été conditionné à croire. Et cela peut générer une énorme fatigue émotionnelle. Une façon pratique de gérer cela est de commencer à différencier la vraie culpabilité de la culpabilité conditionnée. Demandez-vous, est-ce que je fais consciemment du mal à quelqu'un, ou est-ce que je ne me fais tout simplement pas de mal? Ce changement de perspective est puissant. De plus, limiter les conversations avec des personnes qui renforcent ces jugements aide à protéger votre dossier. Parce que, quand on commence à soutenir sa décision plus fermement, on réalise que la culpabilité perd de sa force. Et cela laisse place à quelque chose que beaucoup de gens ne s'attendent pas, le retrait dans le cadre de la guérison émotionnelle. Il y a une idée que peu de gens abordent ouvertement, parfois, couper n'est pas destruction, c'est une guérison émotionnelle. Briser ou créer des distances au sein d'une famille toxique n'est pas de la haine, mais d'une limite claire de l'instinct de survie. C'est là que vous comprenez, avec conscience, éveil, que maintenir certains liens tels qu'ils sont ne fait que perpétuer les mêmes schémas familiaux qui vous ont blessé pendant un certain temps. Et regardez comme c'est intéressant, ce mouvement, bien qu'il semble individuel, a un impact bien plus grand. Quand quelqu'un interrompt le cycle, il cesse d'alimenter des dynamiques basées sur la culpabilité, le silence ou le contrôle. Il peut même être perçu comme le mouton noir, ou le patient identifié. Mais, en pratique, il fait quelque chose que peu peuvent faire, briser les schémas générationnels. Et cela, qu'on le veuille ou non, change l'histoire qui suit. Si vous envisagez cette étape, commencez consciemment et de manière structurée. Fixez des limites claires, réduisez les contacts petit à petit, si nécessaire, et renforcez votre réseau de soutien en dehors de cet environnement. La thérapie, la lecture, ou même des pratiques simples comme écrire sur vos sentiments aident beaucoup dans ce processus. Parce qu'au final, la coupe n'est pas une question de partir sur un coup de tête. Il s'agit de se choisir soi-même avec maturité et ce choix laisse la place à quelque chose de nouveau qui doit encore être exploré. Et maintenant, je vous demande, de manière très directe, combien de décisions dans votre vie sont encore guidées par la culpabilité, et pas pour sa vérité? Combien de fois êtes-vous resté dans des situations qui vous épuisaient juste pour ne pas affronter les schémas familiaux? Peut-être que le grand tournant ne réside pas dans le changement de l'autre, mais dans le maintien de sa propre conscience, éveil, même lorsque cela dérange ceux qui n'ont jamais rien remis en question. Partir, poser des limites ou même redéfinir les relations, ce n'est la fin de rien. Cela peut être le début de votre guérison émotionnelle. Cela peut être l'étape manquante dans votre processus d'individuation, ce moment où vous cessez de vivre dans l'inconscient familial automatique et commencez, en fait, à vous choisir vous-même. Et voici un point important, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant, il suffit d'être honnête avec vous-même sur ce que vous ressentez. Voici donc la réflexion, ce qui, aujourd'hui, vous savez déjà qu'il faut changer. Mais tu repousses encore? Quel petit pas de survie peux-tu entreprendre à partir de maintenant? Parfois, tout commence par une décision silencieuse mais ferme. Si ce contenu vous a semblé pertinent, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il y a encore beaucoup à venir qui pourra vous aider à voir, comprendre et transformer votre propre histoire.